Le football possède cette ironie mordante capable de faire mentir les certitudes les plus ancrées en l'espace de quelques semaines. Il y a moins de 2 mois, le Paris Saint-Germain traversait une zone de turbulence, une crise de résultats réels, palpables, qui voyait les critiques pleuvoir sur le Parc des Princes. On entendait alors que le club s'était trompé, que la stabilité était un leurre et que Luis Enrique faisait fausse route en ne renouvelant pas plus profondément son effectif. Aujourd'hui, alors que le PSG valide son billet pour une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive, le discours s'est inversé. La stabilité est devenu un génie et le coach un visionnaire. Mais au lieu de simplement célébrer le résultat brut, nous allons sur Can Inside prendre de la hauteur pour comprendre comment ce groupe a survécu à ses propres doutes. Pour analyser cette qualification, il faut d'abord replacer le décor. Le PSG ne s'est pas qualifié par chance, il l'a fait au terme d'une saison de gestion clinique. Il y a 2 mois, la baisse de régime était explicable. Multiplication des blessures, surcharge physique et une décompression psychologique logique après une phase de poule intense. La régularité à 100% est un mythe dans le football de haut niveau. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la récompense d'une patience rare dans l'histoire moderne du club. Luis Enrique a maintenu son cap, refusant de céder à la panique médiatique, convaincu que ses fondations étaient solides. Et c'est ici que s'articule notre thèse centrale. Le Paris Saint-Germain est devenu une équipe caméléon. Ce n'est plus une collection d'individualités brillantes mais déconnectées, c'est un bloc capable de muter selon l'adversité. Ce groupe a réussi l'exploit de rester imperméable à un paradoxe institutionnel violent. Car pendant que les joueurs font corps sur la pelouse, en interne, c'est la guerre. Les dirigeants se déchirent, cherchent des taupes, s'opposent sur la stratégie. Ce PSG version 2026 est une anomalie. Il est la preuve vivante que l'unité du vestiaire peut, par moment, s'affranchir du chaos des bureaux. Dans cette confrontation face au Bayern Munich, nous n'avons pas vu 2 équipes en crise, mais probablement les 2 meilleures formations d'Europe sur la saison. Si Paris l'a emporté, c'est parce qu'il a su monter en régime au moment exact où les enjeux devenaient critiques. Après avoir écarté Liverpool avec autorité, les Parisiens ont montré une maturité tactique nouvelle. La gestion du match retour face aux Allemands a prouvé que cette équipe s'est désormais acceptée de souffrir plus bas, de procéder par de grandes relances, ce qui n'est pas dans son ADN premier, pour mieux piéger l'adversaire. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la confirmation d'un groupe qui a enfin compris que pour gagner en Europe, il ne faut pas seulement être le plus beau, il faut être le plus solide au moment où le vent tourne. La mutation est profonde, elle est tactique, mais elle est surtout mentale. Si le collectif parisien est aujourd'hui loué pour sa résilience, il serait malhonnête de ne pas s'attarder sur les individualités qui, après des mois de doute ou de méformes physiques, ont fini par s'éveiller au meilleur moment. C'est ici que le travail de Luis Enrique prend une dimension psychologique majeure. Regardez le cas d'Ousmane Dembélé. L'international français sortait d'une période de flottement après son sacre au Ballon d'Or, un trophée qui, historiquement, peut peser lourd sur la suite d'une saison. Rappelez-vous les débuts de saison poussifs d'un Luka Modric après 2018. Pourtant, face à Liverpool en demi-finale, puis lors des séquences clés contre le Bayern, Dembélé a retrouvé cette étincelle. S'il n'a pas forcément réalisé hier son match le plus abouti, techniquement, sa disponibilité, son pressing incessant et ses appels répétés ont usé la défense bavaroise, ouvrant des brèches pour ses partenaires. Mais le véritable baromètre de cette montée en puissance, c'est Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien a traversé une première partie de saison marquée par l'irrégularité, certains lui reprochant un jeu parfois trop individualiste, mais comme les grands joueurs, Kvara semble s'être programmé pour les sommets européens. Il rappelle dans sa gestion des moments forts un certain André Di Maria, capable de se faire discret pendant des semaines pour ressurgir avec une violence technique inouïe dès que l'hymne de la Ligue des Champions retentit. Sa prestation face à Dayo Upamecano est un modèle du genre. Upamecano est pourtant l'un des rares défenseurs capables de manger un Vinicius Junior à la course, comme on l'a vu au tour précédent. Mais face à Kvaratskhelia, l'Allemand a souffert. Pourquoi ? Parce que le Géorgien ne se contente pas de courir. Il change de rythme, ouvre les angles, contrôle de manière orientée pour se libérer de la pression et n'hésite jamais à revenir défendre. C'est là que réside le génie de cette version 2026 du PSG. Lorsque vos leaders techniques acceptent de se mettre autant au diapason du collectif, l'effet d'entraînement est immédiat sur le reste de l'équipe. On voit des attaquants multiplier les replis défensifs avec une générosité que l'on n'avait pas vue à Paris depuis des années. Ce n'est plus seulement une question de talent pur, c'est une question d'attitude. Luis Enrique a réussi à instiller l'idée que le talent individuel n'est qu'un outil au service d'une organisation globale.
Tactiquement, cela se traduit par une défense qui assume des risques calculés. Si l'organisation a parfois tangué au match aller, Luis Enrique a su parfaitement lire la physionomie du match retour. Il a préparé une équipe capable d'évoluer plus bas, de procéder par de grandes relances pour contourner le pressing haut du Bayern. Un choix audacieux, presque contre nature pour un entraîneur si attaché à la possession, mais qui témoigne de sa capacité d'adaptation. Ce PSG-là n'est pas dogmatique, il est pragmatique. Il ne s'agit pas d'imposer son style coûte que coûte, mais de trouver la faille chez l'autre en acceptant de modifier son propre visage. Et c'est cette intelligence situationnelle, portée par des joueurs enfin au sommet de leur forme physique, qui fait de Paris un finaliste légitime. Pour qu'une équipe atteigne 2 finales de Ligue des Champions consécutives avec quasiment le même effectif, il ne suffit pas d'avoir des leaders qui se réveillent. Il faut ce que les analystes appellent des role players de haut niveau, des joueurs capables de remplir une mission précise, parfois ingrate, avec une fiabilité absolue. Et c'est ici que le Paris Saint-Germain de 2026 marque sa plus grande différence avec les versions précédentes du projet. Le cas de Matvei Safonov est à cet égard le plus fou de la saison. Qui aurait pu prédire que le gardien russe, arrivé dans un scepticisme relatif, serait l'un des grands artisans de cette épopée ? Safonov n'est peut-être pas le meilleur gardien du monde sur le plan esthétique. Ses relances sont parfois folkloriques, son style peut sembler hétérodoxe, mais il possède la qualité première demandée à ce niveau, l'efficacité froide. Là où ses prédécesseurs, de Trapp à Areola, ont parfois flanché au moment où il fallait être simplement suffisamment solide, Safonov a répondu présent. Son match face à Liverpool a été le tournant psychologique de sa saison. En interne, son intégration et sa personnalité sont extrêmement appréciées et il a su transformer la hiérarchie des gardiens en une force tranquille plutôt qu'en un sujet de tension. Sa présence dans les buts est le symbole d'un PSG qui ne cherche plus forcément le nom le plus ronflant, mais le profil le plus adapté à l'exigence du terrain. À ses côtés, comment ne pas évoquer la métamorphose tactique de Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain français rappelle de plus en plus un Federico Valverde dans sa capacité à se sacrifier pour l'équilibre collectif. Que Luis Enrique le positionne dans le cœur du jeu ou qu'il le décale sur le côté droit pour verrouiller un couloir, Zaïre-Emery ne bronche pas, il ne revendique rien, il exécute. Sa débauche d'énergie hier face au Bayern a été exceptionnelle. Dans les remontées de balles comme dans les compensations défensives, sa puissance physique et sa propreté technique à l'écoute des consignes font de lui un élément modulable indispensable. Vous n'entendrez jamais une plainte, vous ne verrez jamais une attitude individualiste de sa part. Il est le ciment de ce milieu de terrain. Cette solidarité se propage à toutes les lignes. Joao Neves continue de se sacrifier avec une générosité folle, courant pour combler les brèches, tandis que Vitinha régule le tempo avec une régularité de métronome. Le retour de Fabian Ruiz a également fait énormément de bien. Son intelligence de placement et sa capacité à multiplier les courses de compensation offrent une liberté bienvenue à ses partenaires plus offensifs. Nuno Mendes, malgré des périodes physiquement compliquées, a tenu son rang, notamment par ses projections qui obligent l'adversaire à rester vigilant. Enfin, il faut souligner le rôle de la charnière centrale. Marquinhos, le capitaine si souvent critiqué par le passé, livre une fin de saison monumentale. Hier encore, il a fait bien plus que le boulot, éteignant les incendies avec une lucidité retrouvée. À ses côtés, l'installation de Lucas Beraldo ou la présence de Pacho ont stabilisé une défense qui, contrairement aux années précédentes, assume de prendre des risques parce qu'elle sait qu'elle est couverte par une organisation collective beaucoup plus cohérente. Ce PSG a trouvé ses recettes et elle repose sur des joueurs qui ne cherchent pas la lumière mais la solidité de l'édifice. L'un des reproches les plus persistants adressés à Luis Enrique durant l'hiver concernait sa gestion des rotations. On l'accusait de ne pas avoir de 11 types, de trop changer ses pièces et de casser les automatismes. Pourtant, avec le recul que nous offre cette fin de saison 2026, il apparaît que ce turnover n'était pas une lubie tactique, mais une stratégie de survie et de performance à long terme. La force de ce PSG, c'est justement de posséder un banc capable d'entrer sans que le niveau global de l'équipe ne s'effondre. Mieux encore, certains remplaçants sont devenus des armes tactiques de premier plan. Prenez le cas de Bradley Barcola. Combien d'équipes en Europe peuvent se targuer d'avoir un joueur de ce calibre comme 12e homme ? Barcola a connu un creux au cours de la saison, un passage à vide physique et mental tout à fait normal pour un jeune talent soumis à une telle exigence. Mais au lieu de l'écarter, Luis Enrique l'a utilisé avec parcimonie pour en faire aujourd'hui un finisseur de match redoutable. Sa capacité à prendre la profondeur en fin de rencontre, lorsque les lignes adverses s'étirent et que les défenseurs sont émoussés, est un luxe absolu. Il ne rentre pas pour faire le nombre, il rentre pour changer la structure du match. Cette profondeur d'effectif permet également de valoriser des profils comme Seny Mayulu.
Voir un jeune joueur issu du centre de formation s'adapter avec autant de naturel à différentes positions sur le terrain sans jamais trahir le plan de jeu en dit long sur la cohérence de l'enseignement tactique au campus PSG. Que ce soit pour densifier le milieu ou pour apporter de la fraîcheur sur un côté, Mayoulou répond présent avec une discipline exemplaire. Ce sont ces soldats de l'ombre qui permettent aux titulaires de briller. Mais la véritable clé de cette fraîcheur retrouvée réside dans la concertation étroite entre Luis Enrique et le staff médical du club. Nous savons aujourd'hui que le turnover massif observé il y a quelques mois n'était pas un hasard. Certains cadres étaient à deux doigts de l'explosion physique, victimes d'une surcharge de matchs et de déplacements internationaux. En acceptant de lâcher quelques points en championnat, une compétition que Paris maîtrise et peut se permettre de gérer différemment, le staff a privilégié la régénération des organismes. C'est un calcul audacieux qui paye aujourd'hui. Pendant que ses adversaires européens arrivent en fin de saison avec des effectifs exsangues, le PSG semble monter en puissance physiquement. Cette gestion de la charge de travail a permis à des joueurs comme Vitinha ou Nuno Mendes de retrouver leur explosivité au moment exact où la saison bascule. Luis Enrique n'a pas seulement géré des égos ou des tactiques, il a géré une ressource physique limitée pour s'assurer que ses forces vives soient prêtes pour le sprint final. Ce PSG est une équipe de marathoniens qui a su garder son souffle pour le dernier kilomètre, prouvant que la science du sport est désormais totalement intégrée au projet parisien. Nous arrivons au terme de cette immersion au cœur du projet parisien et le constat qui s'impose est celui d'une éclatante réussite sportive qui semble presque défier les lois de la physique institutionnelle. Atteindre 2 finales de Ligue des Champions consécutives avec un effectif quasi identique dans un football moderne qui prône souvent le changement permanent est une prouesse qui place Luis Enrique et son groupe dans une catégorie à part. Nous avons vu comment cette équipe a su muter, comment elle a appris à souffrir et comment des joueurs que l'on pensait émoussés ou irréguliers ont su se sublimer au moment où la musique de l'UEF1 résonne. Mais pour être tout à fait honnête et complet dans notre analyse sur Can Inside, il faut aussi pointer du doigt l'ironie suprême de cette situation. Le paradoxe est total. Sur le terrain, l'harmonie est réelle. Les cadres se sacrifient, les remplaçants comme Barcola ou Mayoulou s'intègrent sans heurts et la solidarité défensive n'a jamais été aussi palpable. Pourtant, dès que l'on franchit le seuil des bureaux administratifs, le décor change radicalement. Le club est en guerre contre lui-même. Entre les luttes de pouvoir, la chasse aux taupes et une ambiance de travail que beaucoup décrivent en interne comme délétère, le PSG marche sur un fil. C'est là que réside la véritable leçon de cette saison 2026. La bulle sportive créée par Luis Enrique et ses joueurs est devenue un sanctuaire. Le vestiaire s'est autogéré, s'est protégé des scories extérieures pour se concentrer sur une seule mission. Cette qualification en finale, obtenue face à un Bayern Munich qui n'a rien à se reprocher tant le niveau était élevé, et la victoire des hommes de terrain sur les politiques de coulisses. Mais attention, le football nous enseigne que ce genre d'équilibre précaire ne dure jamais éternellement. Pour que cette institution franchisse un cap définitif et s'installe durablement comme le patron de l'Europe, elle devra tôt ou tard aligner sa structure administrative sur l'excellence de ses résultats sportifs. Le 30 mai prochain à Budapest, face à l'Arsenal de Mikel Arteta, le PSG jouera bien plus qu'un titre. Il jouera la validation définitive de sa méthode, celle de la stabilité, du pragmatisme tactique et du sacrifice collectif. Est-ce que l'union sacrée des joueurs suffira à masquer une fois de plus les fissures des bureaux? Ou est-ce que ce groupe forgé dans la résilience est enfin prêt à s'offrir ce back-to-back historique qui le ferait entrer dans la légende absolue du jeu? La question est maintenant entre vos mains. Pensez-vous que ce paradoxe entre le chaos administratif et la réussite sportive peut perdurer sans nuire au club à long terme? Et surtout, quel regard portez-vous sur ce PSG caméléon? Est-ce la version la plus solide que vous ayez vue ou craignez-vous que les tensions internes finissent par rattraper le terrain? Le débat est ouvert dans les commentaires et comme toujours, je compte sur vous pour une analyse fine, tactique et respectueuse. Merci d'avoir suivi ce décryptage. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires de football. Prenez soin de vous.